Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous sur la DSN qui est organisé par le comité régional Net Entreprise, dont ses membres sont des experts métiers sur les déclarations sociales des employeurs. Alors une rencontre qui est organisée avec les organismes de protection sociale sur le thème « Construisons des données de compétition ». La métaphore du sport sera à l'honneur et nous faisons ainsi un clin d'œil aux Jeux olympiques qui vont approcher. Comme la pratique sportive, les déclarations sociales nécessitent des entraînements réguliers, des adaptations aux règles pour bien déclarer et ainsi gagner en efficacité. Je me présente, je suis Sandrine Liagostera, animatrice du comité régional Net Entreprise et responsable de service à l'URSSAF, en charge de l'immatriculation des employeurs. Avec moi, une équipe mixte composée d'éminents joueurs et joueuses, dont je vais vous présenter. Alors, nous avons pour la CEPAM Sylvie Tessier et Thomas Schirz, conseillers aux entreprises. Pour l'URSSAF, Corinne Loiseau, experte métier. Marina Casagrande, responsable de la relation client. Pour ProBTP, nous avons Benoît Neveu, qui est responsable régional du service client, et Odile Sanchez, responsable du service client. Pour la CARSAT, sur le risque, accident du travail et maladie professionnelle, nous avons Laurie Atulou, référente technique tarification et chargée de la relation d'entreprise, et Thierry Rosa, qui est référente des applicatifs tarification. Pour la CARSAT retraite, Gwenaëlle Vitelli-Casté, qui est référente identification, Hélène Lettes, qui est responsable du département carrière, On continue avec la CIBTP Méditerranée avec Patrice Réa, qui est responsable régional des salariés et congés. Pour la MSA Grand Sud, Jérôme Danet, référent entreprise. Pour la MSA Languedoc, Patrick Vernier, conseiller en entreprise. Pour la DDFIP de l'Hérault, Nathalie Soustel, qui est inspectrice principale des finances publiques et responsable de la division des professionnels. Pour le JPMDS, nous avons Théo Cadoré. Et une pensée tout particulière pour notre coach Didier Kuhn, qui est au GIP MTS, Net Entreprise, qui est responsable de l'animation des réseaux à la direction de l'accompagnement et de la qualité, et qui regardera notre match en replay. Alors, avant de débuter la partie, quelques précisions sur l'utilisation de Livestorm. Vous allez pouvoir utiliser l'onglet questions pour nous poser des questions et puis auxquelles nous répondrons en direct. Vous pouvez également télécharger le support en bas à droite de votre écran avec les 3 petits points. Et puis, vous pouvez également tester le son et l'image. Concernant la durée du match, nous serons ensemble environ 2 heures. Et nous vous inviterons également tout au long de la partie à répondre à des sondages. Voilà, j'espère que pour le son, ça ira mieux. Nous avons tous coupé nos micros et caméras. Alors, au sommaire, cap sur la simplification avec la description de la DSN et de l'environnement déclaratif, prendre sa licence, c'est-à-dire comment s'inscrire en Net Entreprise, les équipements pour bien jouer, les logiciels de paye, choisir un club et découvrir le terrain d'entraînement avec Net Entreprise et ses services, s'entraîner pour préparer au mieux les données de la paye, les compétitions officielles qui sont en fait la déclaration, alors la réception des comptes rendus métiers et le VAR qui est l'assistance vidéo à l'arbitrage, toujours un petit clin d'œil sur le sport, et ensuite on refait le match avec les conseils des pros et du JPMDS. Alors, une rétrospective sur la mise en place de la DSN.
Alors, elle est issue en fait d'une volonté de simplification à 95% des entreprises et des tiers déclarants qui étaient présents en 2011 lors de nombreux forums ont demandé à ce que, bien sûr, les déclarations soient simplifiées parce qu'il y avait trop de formalités, trop d'interlocuteurs et trop d'échéances. En 2013, donc, la DSN naît. Alors, la DSN est un flux dématérialisé qui est mensuel, au 5 ou au 15. Elle est obligatoire depuis 2017 avec le régime général et le régime agricole. Et en 2022, elle s'étend à la fonction publique. On déclare à la maille du ciré. En règle générale, c'est un ciré égale une DSN. Elle est issue de la paye. Elle est accompagnée de signalements d'événements. Et elle présente une photographie instantanée de la situation de l'employeur dès que l'on émet le bulletin de paye et la DSN. Elle est utilisable par 800 destinataires. Elle s'appuie sur le principe de « dites-le nous une fois ». Alors, depuis 2022, plus de 70 procédures sont remplacées par la DSN. Alors, comment se déroule une partie? La DSN, c'est le ballon, il est au centre du jeu. Nous avons les buts avec le système de la DSN, des coachs, qui sont tous les collectifs en fait, du JPMDS, tous les organismes de protection sociale, les équipementiers qui sont les éditeurs de progiciels, les joueurs, les déclarants directs ou bien les tiers déclarants, et les arbitres, s'il n'y en a pas qu'un, les arbitres qui sont les différents organismes de protection sociale. Alors, toutes les règles du jeu sont disponibles dans la base de connaissances de Net Entreprise. Vous pourrez trouver toutes les consignes par rapport aux rubriques du cahier technique et la table des codes de nomenclature. Alors, 3 types de joueurs. Le déclaré, c'est-à-dire l'établissement qui emploie les individus. Le déclarant, c'est celui qui dépose la DSN. Cela peut être un des établissements dans une même entreprise ou un établissement relevant d'autres sirènes dans un groupe, ou bien un tiers à qui l'entreprise a donné un mandat pour faire la paye et les formalités qui sont liées. L'émetteur, c'est un mode de dépôt, c'est une notion seulement technique où on dépose en machine to machine. Alors, avant de débuter un sport, on prend une licence. Et là, c'est la CARSA qui va vous présenter la licence. Exactement. Donc, comment prendre sa licence? Comment s'inscrire à Net Entreprise? Depuis la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises de 2018, le principe du mandat implicite facilite les process de gestion des habilitations. Donc, on va rencontrer 3 cas de figure. Le premier cas, le service est directement lié à l'acte de paie et dans ce cas-là, cela ne requiert pas d'habilitation spécifique. Dans le deuxième cas, le service est lié à la paie mais peut être opéré par d'autres acteurs. Dans ce cas-là non plus, cela ne requiert pas d'habilitation spécifique, sauf si de nouveaux SIRET sont concernés hors DSN. Et dans le troisième cas, le service requiert une habilitation particulière. Comment ajouter la DSN? Tout d'abord, il faut vérifier au sein du club, dans la mesure du possible, si vos collègues sont déjà inscrits. Donc, on va avoir le capitaine qui va correspondre à l'administrateur. Si aucun joueur, donc s'il n'y a pas de capitaine connu au sein de l'équipe, il va falloir passer en premier lieu sur la page d'accueil et procéder à l'inscription en cliquant sur s'inscrire et en saisissant les données qui vous sont demandées. Dans ce cas-là, le président, donc le dirigeant de l'entreprise, recevra un courrier l'informant de cette démarche et vous pourrez effectuer alors les déclarations sous maximum 8 jours. Quand un capitaine est déjà inscrit pour un club, donc quand un administrateur est déjà connu, tous les capitaines qui s'inscriront ensuite
devront activer leur inscription, soit par courrier, soit en demandant par courrier électronique à l'administrateur déjà connu qui va activer son inscription, soit en saisissant eux-mêmes une clé d'activation qui aurait été donnée au président, donc au dirigeant, par courrier. Choisir sa place sur le terrain. Le capitaine, donc l'administrateur doit valider la charte DSN. C'est lui qui peut décider qui y met à un poste en fonction de l'action qui doit être réalisée. C'est lui qui donne par exemple l'habilitation au déclarant et il peut suivre toutes les actions de son équipe. Il aura une vue sur tout ce qui est fait par les autres capitaines. Le joueur, donc lui, le déclarant qui a été habilité par le capitaine, il peut accéder donc aux actions qui lui ont été délivrées et il n'aura la vue que sur les actions qu'il a menées. Il ne pourra pas visualiser les actions des autres joueurs, des autres déclarants. La mise en place sur le terrain est essentielle parce qu'en effet, elle conditionne les actions pouvant être effectuées et la consultation des éléments transmis sur le tableau de bord DSN notamment. Du coup, ensuite, en résumé, donc ça résume tout ce que je viens de vous dire. Vous avez ce logigramme sous les yeux. C'est la première question, c'est est-ce que mon entreprise est inscrite sur la feuille de match? Donc, est-ce que je suis déjà inscrit ou non à Net Entreprise? Si c'est non, il faut que je procède à l'inscription, que je valide mes déclarants. Ensuite, je pourrai rentrer sur le terrain. Et si mon entreprise est déjà inscrite, oui, il faut savoir si un administrateur est connu. Si oui, lui demander de pouvoir jouer. Sinon, il faudra qu'il soit coopté par une clé qui sera détenue par le président. Et donc ensuite, tout le monde peut entrer sur le terrain avec le triplet suivant, c'est-à-dire le SIRET, le nom, prénom et le mot de passe. Pardon. Donc là, nous arrivons sur l'interface du capitaine. Donc là, vous voyez les trois colonnes parce que donc on est sur l'administrateur, donc administrateur capitaine. L'interface des déclarants ne comporte pas la colonne du milieu parce que c'est le capitaine qui accorde tout ou partie des droits aux différentes télédéclarations et consultations sur Net Entreprise. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc les trois colonnes. Oui. Et quand vous voulez donc, quand le capitaine accorde les droits à ses partenaires de l'équipe, si par exemple vous n'avez pas l'information de qui a créé le compte NetE, vous pouvez quand même retrouver cette information en cliquant en haut à droite. Là, vous verrez le nom de la personne qui a créé les comptes, parce que dans une vie d'entreprise, effectivement, il peut y avoir des départs, enfin les aléas de la vie et les aléas du mouvement des personnes. Donc, ça vous permet de retrouver vos petits et de savoir qui a fait quoi. Vous, le capitaine, pardon, donc accorde, comme je vous le disais précédemment, accorde tout ou partie à ses collaborateurs, donc à ses joueurs. Donc le capitaine va en premier lieu donner les accréditations à un joueur et après, il va après donner les habilitations à certaines parties déclaratives. Par exemple, un ailier gauche n'ira pas jouer sur l'aspect droit. Bien évidemment, parce qu'il est gaucher. Petit détail, évidemment, qui a toute son importance. Hein. Si vous venez à supprimer un collaborateur, pensez à transférer ses droits sur le nouveau collaborateur afin de garder l'historique des déclarations qui auront été faites en amont. Et également, ça permet d'actualiser son mail, ça permet d'actualiser la vraie personne pour en partie recevoir les comptes rendus métiers et ne pas louper la marche qui amène au vélodrome. Donc là, vous avez effectivement une interface qui vous permet de supprimer les droits d'un collaborateur. Je me répète, mais c'est ça la pédagogie. Pensez à transférer les droits parce que si vous perdez tout l'historique, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc c'est très important ce dont je vous parle. Bien évidemment, donc le capitaine va attribuer des droits, tout ou partie des droits, hein, des télédéclarations sur Net Entreprise. Donc, il va aller sur son interface, il va gérer les déclarations.
gérer les déclarants, gérer les déclarations, je dis une bêtise, par rapport à son nouveau partenaire, le joueur de l'équipe. Une fois que la personne, le joueur sera rentré sur le stade, et effectivement, à partir de là, en fonction des directives de son capitaine, il pourra faire telle ou telle chose, telle ou telle action, ou tel plaquage. Donc, alors la gestion, effectivement, l'idée c'est de partir bien, c'est-à-dire c'est la théorie de l'escalier, hein, c'est de pas louper la première marche, hein, pour pas dérouler dans l'escalier entier. Et donc ça c'est un récapitulatif des vues précédentes dans l'ordre chronologique entre l'arrivée d'un nouveau joueur, le départ d'un joueur et l'ajout d'un SIRET, puisque également dans la vie d'une entreprise, en fonction des déplacements, les SIRET évoluent. Donc, il faut actualiser le bon SIRET pour avoir les bons éléments déclaratifs d'un établissement. Alors, avant de démarrer une partie, on vérifie son équipement, c'est-à-dire les logiciels de paye. L'équipement doit être vérifié. Chaque éditeur suit l'évolution qui sont réglementaires. Hein. Par exemple, les dernières évolutions sur le bonus-malus ou la taxe d'apprentissage ont été mises à jour sur vos logiciels. La norme en vigueur également est suivie par l'éditeur. Une charte de partenariat est proposée par le JIP-MDS avec tous les éditeurs de logiciels au titre de l'ensemble des organismes qui participent à la DSN. Elle équivaut à une labellisation et vous allez pouvoir trouver sur le site Net Entreprise la charte et les signataires. Si vous tapez sur le petit moteur de recherche de Net Entreprise, charte ou logiciel de paye. Les éditeurs s'engagent ainsi à respecter la conformité de la norme déclarative et à effectuer des tests précis qui vont vous garantir une qualité des données transmises. Alors, avant de prendre un logiciel et avant de le tester, il y a bien sûr quelques préconisations également à avoir sur les tests qui ont pu être effectués. Et puis, vous aurez dans les slides, là, sur les slides précédentes aussi, la liste un petit peu pour checker si votre éditeur sera en capacité d'émettre des DSN correctement. On entre dans le camp d'entraînement, donc tous les services Net Entreprise et les services qui sont associés donc au dépôt de la DSN. Alors, que va-t-on pouvoir en fait trouver sur le terrain, hein? Le portail Net Entreprise, hein, vous allez trouver tous les services qui sont associés au dépôt d'une DSN. Pour simplifier les déclarations, l'ensemble des informations réglementaires et les consignes déclaratives figurent sur ce portail. Il renvoie également vers des sites des différents organismes de protection sociale avec des simulateurs qui sont disponibles tels que le bonus-malus. Et au-delà de vous permettre de déclarer, vous pouvez également procéder au paiement de manière sécurisée des cotisations et des contributions sociales. Vous allez également disposer de comptes rendus métiers et de bilans de traitement afin de pouvoir corriger les anomalies. Et nous allons vous proposer quelques focus. Donc pour Net Intempéries BTP, la CIBTP, vous pouvez reprendre. Pardon. Oui, merci Sandrine. Oui, donc je profite de cette intervention pour faire un rappel sur le régime du chômage intempéries dont la caisse CIBTP assure la gestion. En effet, prenant en compte la spécificité de l'activité BTP, le législateur a mis en place en 1946 un régime d'indemnisation des salariés en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries. Par intempéries, il faut attendre des conditions atmosphériques qui rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs. À noter aussi qu'en cas d'arrêt de travail pour cause d'intempéries, l'employeur verse aux salariés une indemnité à hauteur de 75% de leur salaire brut. Cette indemnité n'étant pas assujettie aux charges sociales autres que celles des revenus de remplacement.
sur ces indemnités, le régime intempéries prend également à sa charge le paiement des cotisations congés payées et celui des cotisations de retraite complémentaires. L'employeur, donc, qui aura payé l'indemnité journalière aux salariés, se fait ensuite rembourser une partie de cette indemnisation. Cette prise en charge partielle est effectuée à partir de la déclaration réalisée par l'entreprise à sa caisse congé intempéries BTP. Alors, au niveau des intempéries, 2 canaux sont possibles pour faire vos déclarations. Soit directement sur le site internet de la caisse congé intempéries BTP, soit sur le site de Net Intempéries BTP. En effet, sur cet espace, la déclaration d'arrêt de travail et demande de remboursement intempéries est proposée à tous les professionnels du bâtiment et des travaux publics et à leurs mandataires, qu'ils soient donc experts comptables ou centres de gestion agréés. La déclaration se fait grâce à la saisie d'un formulaire spécifique sur le site. Il y a un contrôle de cohérence des données saisies qui est effectué. Vous pouvez bénéficier d'une aide en ligne qui vous est proposée et la déclaration est pré-renseignée à partir des informations déjà fournies, c'est-à-dire numéro SIRET, raison sociale, adresse de l'entreprise ou encore le nom, prénom ou NIR des salariés. Je finirai juste par un point d'attention aussi sur les absences gérées par la caisse et leur impact sur vos DSN. Il faut savoir en effet que les caisses congés intempéries BTP, toutes les déclarations n'entrent pas dans le périmètre de la DSN. Il en est ainsi des demandes de congés et des déclarations pour arrêt intempéries, où les formalités via l'espace sécurisé de la caisse ou Net Entreprise sont maintenues pour ces déclarations. Alors, un point spécifique du coup dans vos DSN, c'est que les absences pour motif congé payé de vos salariés doivent figurer à la rubrique S21 G0065 001 code 200 et non pas code 501 comme on le voit régulièrement. Et pour les intempéries, du coup, c'est la rubrique 65 001 code 507 chômage intempéries. Donc voilà pour les précisions que vous pouvez apporter sur le régime intempéries. Un petit point sur les paiements au niveau de Net Entreprise. Donc, il y a 3 possibilités. Donc, effectuer un télépaiement, créer un mandat pour faire un télépaiement et Cotizen. Cotizen est une plateforme de paiement des cotisations de retraite complémentaire. Alors, un petit focus concernant le régime agricole. Dans Net Entreprise, vous avez un bouquet spécifique pour la MSA avec la possibilité de faire vos déclarations mensuelles, vos déclarations événementielles liées à la santé, les DPAE, l'embauche et le paiement. En plus de ça, on vous met dans le fil de discussion un lien qui vous permet aussi de suivre vos PSN et les vérifier via les espaces privés de vos clients ou espaces tiers déclarants. Si vous êtes un comptable. Sur ces espaces privés, vous avez l'accès au tableau de bord que vous pouvez avoir côté Net Entreprise et qui vous permet de tout vérifier. On en reparlera un peu plus tard. De plus, vous trouverez sur Net Entreprise des services à valeur ajoutée, le pronostic du simulateur bonus-malus qui permet aux clubs éligibles au bonus-malus de simuler leur prochain taux de contribution,
modulation de 2023 à partir des données calculées forcément sur l'année N-1. On appelle ça un taux médian de votre secteur. Le simulateur, il indique aussi le taux estimé de séparation de votre club, rapporté ensuite au taux de séparation de votre secteur pour aboutir au taux de contribution. Alors, ce qui est important à retenir sur ce bonus-malus, c'est que le taux est un pronostic. Il ne garantit en rien le taux de contribution définitif. Pour pouvoir accéder au simulateur, il vous faut soit faire partie d'un club éligible au bonus-malus, dont une DSN a été déposée dans les 3 mois qui précèdent l'accès au simulateur, et posséder un accès en net entreprise forcément. Soit avoir déposé une DSN pour un club éligible au bonus-malus dans les 3 mois qui précèdent l'accès au simulateur, avec un accès tiers déclarant ou déclarant. Dans l'année 2024, un service d'indicateur, RH, permettra de se comparer par rapport à un secteur d'activité, une localisation géographique ou différentes typologies de contrats. Oui. Mais c'est pas les bons trucs. Tous les détails de nos membres et partenaires, vous les retrouvez sur le document. L'URSSAF forcément pour les entreprises privées, PEPS pour les entreprises publiques, l'ordre des experts comptables avec mon espace et la MSA pour le régime agricole. Donc je passe la main. Donc un petit point donc cette année sur la taxe d'apprentissage. Donc pour la première année, il y a eu la plateforme Soltea qui a été mise en place pour paramétrer le solde de la taxe d'apprentissage. Donc ce qui sert à financer la formation des futurs joueurs. Donc, chaque entreprise peut décider de financer un centre de formation en attribuant une partie de sa taxe d'apprentissage, le solde. Donc, une fois par an, jusqu'au 5 octobre de chaque année, pour cette année, les joueurs peuvent choisir une cible sur la liste disponible pour y flécher tout ou partie du solde. Donc, cette fonctionnalité, vous l'avez déjà effectuée pour 2023. Donc, ainsi, au titre de l'obligation de financement de la formation, Soltea permet à chaque équipe de financer des centres formant des joueurs qui lui seront nécessaires ou qui jouent dans la même division. Pour les grands clubs, une procédure d'habilitation est disponible. Donc, il faudra calculer le montant dû au titre de la masse salariale de l'année -1. Il faudra déclarer et payer à l'URSSAF ou à la MSA cette cotisation donc via la DSN du mois d'avril de l'année. Et après, il faudra donc répartir vers les établissements concernés via la plateforme Soltea de fin mai à juin, jusqu'à septembre-octobre, pour donc répartir ces cotisations. Je passe donc la main à la CIPAM oui. pour les comptes entreprises. Autre nouveauté de la saison 2023, le compte entreprise accessible sur Net Entreprise. Ce nouveau téléservice a pour objectif de recentrer l'offre de services de l'assurance maladie et il vous permet déjà de transmettre la déclaration d'accident du travail, d'accéder au compte ATMP, de déposer les pièces justificatives nécessaires au traitement des indemnités journalières et il vous permet enfin de déclarer les périodes de fractionnement du congé paternité si vous ne transmettez pas de signalement DSN ou si les dates vous ont été réclamées dans des comptes rendus métiers. Tout ça en envoi simple, sécurisé et suivi. Pour accéder à ce téléservice, 2 habilitations sont nécessaires, l'habilitation au compte entreprise et l'habilitation à l'attestation de salaire en ligne.
L'accès au téléservice se fait en cliquant sur l'icône compte entreprise sur votre page d'accueil Net Entreprise. Vous pouvez voir à l'écran un aperçu de l'interface du service avec les différents raccourcis. À gauche et au centre, le bouton d'accès à la déclaration d'accident du travail et au service de dépôt de pièces justificatives. Pour transmettre des pièces, vous créez un dossier. Donc un dossier, c'est un numéro de sécurité sociale, un dernier jour travaillé et un motif d'absence, donc par exemple maladie ou paternité. Vous avez divers champs à renseigner, comme le motif de création de dépôt ou l'origine de l'attestation de salaire, et vous pouvez ensuite choisir dans la liste proposée la pièce que vous souhaitez transmettre et la télécharger au format PDF à partir de votre ordinateur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un commentaire dans la zone prévue à cet effet. Il vous est possible de sauvegarder votre dépôt si vous souhaitez revenir sur le dossier et ajouter des pièces plus tard, ou alors vous pouvez l'envoyer directement. Ce service représente un point d'entrée unique et sécurisé qui permet l'envoi de pièces dans toutes les CPAM de France, quelle que soit la caisse de rattachement de votre salarié. Votre document arrivera automatiquement dans la CPAM concernée. Je laisse la parole à Sandrine. Alors, vous l'avez compris, la fiabilisation des données est importante lorsqu'on joue à la DSN. On part avec deux périmètres, un périmètre collectif et puis un périmètre organisme métier. Alors, sur le périmètre collectif, la conception de la norme DSN et sa mise à jour du fait des pouvoirs publics ou bien des différents organismes de protection sociale. Par exemple, lorsque les codes sont modifiés ou disparaissent, ce n'est pas à la main de l'entreprise de rectifier, c'est vraiment par l'éditeur de logiciel qui mettra à jour la norme. Au niveau des contrôles de la norme à l'émission de la DSN, il y a des contrôles qui sont bloquants, qui sont opérés et qui donnent lieu à des messages lors d'utilisation de blocs incompatibles entre eux. Une vérification de la bonne implémentation dans les logiciels de paye, avec le renvoi à la signature de la charte des éditeurs. Sur le périmètre organisme métier, vous avez des contrôles métiers qui sont réalisés à réception des données transmises que l'on appelle des comptes rendus métiers, des CRM. Une campagne de fiabilisation et plusieurs campagnes de fiabilisation qui sont menées par les OPS avec des contrôles de cohérence sur les données que vous transmettez. Donc, lors de l'entraînement, le but étant de bien préparer le match, il faut disposer. Donc, pour compléter, trois phases de jeu, mais aussi trois phases pour bien déclarer son salarié. C'est utiliser le bon SIRET et le contrôler. Utiliser le bon NIR et le contrôler. C'est important de vérifier auprès de vos salariés les NIR qui seraient en anomalie. Voilà, si jamais vous constatez une différence en fait entre le NIR que vous avez et le NIR, s'il y a une différence entre les deux NIR, il faudra que le salarié se rapproche effectivement de leur caisse d'assurance maladie pour justement pour obtenir la certification de leur NIR.
Et ensuite, contrôler le fichier, voilà, avec des outils sur le portail Net Entreprise, justement, pour contrôler la suite. Vous pouvez passer les slides, s'il vous plaît. Merci. L'autre encore. Voilà, donc des outils qui sont mis à votre disposition pour contrôler justement vos déclarations. Donc la DSN avec le contrôle SIRET qui permet aux déclarants de vérifier la liste des SIRET qui sont non reconnus dans le système DSN. Les tables de nomenclature, donc c'est un endroit effectivement où vous allez pouvoir retrouver toutes les codifications, les mises à jour, mais aussi télécharger les taux. Vous aurez aussi accès au tableau de bord DSN Net Entreprise avec une vue d'ensemble en fait des DSN mensuels et des signalements d'événements qui seront transmis. Les DSN VAL qui permettent de contrôler et fiabiliser des fichiers DSN voilà, gratuitement et en local, sans préjuger de son acceptabilité ultérieure évidemment. Et ensuite les DSN FP OC, donc qui permettent le contrôle en fait des données DSN au regard de là où des fiches de paramétrage des organismes complémentaires et celles qui leur sont directement ou indirectement liées. Alors avant de jouer le match, il faut s'échauffer. Donc je crois que c'est la suivante de slide. Voilà, c'est ça. Donc pour l'échauffement, le signalement amorçage des données variables, il permet de transmettre certaines informations en amont de la DSN mensuelle. Ce signalement permet l'amorçage en paix des données variables pour un salarié. Pour l'assurance maladie notamment, il peut être utile en cas de nouvelle embauche ou de changement de numéro de contrat, notamment pour les entreprises de travail temporaire. Alors, en ce qui concerne le temps officiel, donc le flux mensuel de votre DSN, cette transmission, elle est mensuelle dématérialisée et elle permet de transmettre les données issues de la paye. On parle de prolongement naturel des informations figurant dans le bulletin de paie. Cette transmission doit se faire avec 2 échéances, le 5 ou le 15 du mois, selon la taille de l'entreprise. Plus de 50 salariés au 5 du mois, moins de 50 au 15 du mois. Dans ce temps officiel, il y a aussi la déclaration d'arrêt de travail, avec comme destinataire la CEPAM et la MSA, de reprise suite à un arrêt de travail ou de fin de contrat de travail unique, fin de contrat de travail. Ces 3 temps sont appelés aussi des événements. Elles ont lieu à tout moment. Ces événements ont lieu à tout moment. Vous avez 5 jours pour déposer ces événements de DSN. Et ces signalements d'événements ne véhiculent pas de cotisation, mais sont obligatoires pour une bonne prise en compte des droits du salarié. Ça, c'était le temps officiel. Après le match, vous aurez droit donc à une notification ATMP et au bonus-malus. Sachez que pour la MSA, la notification ATMP n'est pas encore demandée. Je passe la main. Ouais, du coup, je voulais juste faire un focus sur la FCTU au niveau des caisses de congés payés du bâtiment. En effet, lorsqu'un salarié en 2024, avec une période de test de janvier à mai 2024 pour une mise en production en juin 2024. Cette évolution nous permettra du coup un traitement plus rapide des départs des salariés sans avoir à attendre la DSN mensuelle. En effet, du coup, à titre d'exemple, si un salarié sort de l'entreprise le 15 octobre, l'information n'est transmise à la caisse que vers le 20 novembre, à réception de la DSN du mois d'octobre. Du coup, le service
certificat qui permet aux salariés de justifier de ses droits, notamment auprès de Pôle emploi, il est donc émis tardivement par rapport à la date de fin effective du contrat. Alors, en attendant d'avoir ces DSN événementiels, nous avons mis en place une solution interne. C'est-à-dire qu'en cas de nécessité, l'entreprise dispose de la faculté de déclarer le départ de son salarié depuis son espace sécurisé de notre site Internet. Grâce à cela, nous produisons ainsi une attestation provisoire de sortie en attendant la DSN événementielle. Alors, le SADV, qui est le signalement d'amorçage des données variables, avec une rubrique dédiée, ce signalement ne se substitue pas en aucune façon à la DPAE. Il n'est pas obligatoire, mais il a pour vocation la transmission d'informations pouvant avoir un impact sur la couverture des droits des salariés ainsi que sur le calcul du prélèvement à la source, le PAS. Il s'effectue en amont de la première paye et donc avant la première émission de la DSN. Il ne se substitue pas non plus aux formalités en vigueur auprès des différents organismes et administrations de protection sociale. Vous devez continuer à vous inscrire auprès des organismes complémentaires, par exemple. Le signalement permet de récupérer le taux de prélèvement à la source de manière dynamique. Attention, le service Topaz sera arrêté début 2025. Il permet également d'initialiser le processus d'affiliation ou de modifier les paramètres pour les contrats des organismes complémentaires et de gérer les ayants droit. Il permet également d'obtenir par anticipation le bilan d'identification du salarié, le BIS. Il permet également de récupérer le numéro de contrat de travail précédemment déclaré lorsque le déclarant n'a pas accès à cette information. Cela permet d'assurer un chaînage correct lors d'une mutation par exemple, ou d'un changement de tiers déclarant ou d'un changement de logiciel déclaratif. Vous indiquerez dans la nature de l'événement déclencheur du signalement en renseignant la rubrique nature de l'événement déclencheur du signalement, la S20, G000501, avec des valeurs suivantes. Pour une embauche effective de l'individu, vous mettrez un code 01. Pour l'embauche de l'individu suite à une mutation, c'est un code 02. La fin de dispense d'affiliation 03. Le code 04 pour le changement des paramètres du contrat collectif prévoyance, santé complémentaire et retraite complémentaire. Le 05, transmission de l'ensemble d'une population affiliée sur un nouveau contrat, un individu faisant partie d'une population affiliée à un nouveau contrat. Le 06, c'est l'appel de taux de passe pour un individu non salarié. Le 07, changement de tiers déclarant ou changement de logiciel déclaratif. Vous trouverez toutes ces informations sur le portail Net Entreprise. Donc avant le match, l'arbitre va se préparer et donc vérifier les cartons jaunes ou les cartons rouges. Donc c'est ce qui convient de faire quand vous allez déposer une DSN. Et effectivement, donc vérifier que la base de connaissances explicitée au sein du cahier technique est appliquée automatiquement par le SI DSN lors du dépôt. Si un seul contrôle de cohérence appelé CCH est erroné, la DSN est rejetée. Il existe par contre des contrôles non bloquants, donc des cartons jaunes, appelés SIG. Par contre, qui génèrent un carton rouge, c'est au-delà de 1000 anomalies. Donc les CRM sont normalisés dès le retour des dépôts mensuels pour répondre aux demandes des coachs et ou des arbitres. Donc, tout ça, vous le retrouvez dans votre tableau de bord DSN, donc il est impérativement à consulter à chaque dépôt de déclaration. En l'absence de carton rouge, la DSN est réputée transmise, même si des cartons jaunes peuvent être attribués ultérieurement. Donc, il est nécessaire de vérifier
que l'enchaînement des rubriques et la structure du message sont conformes au modèle de message ou que le format de la rubrique est correct. Et enfin, il y a également une vérification de licence avec le contrôle du SIRET via le RCD de l'entreprise et du NIR de l'individu via le SNGI. On arrive donc au temps officiel du match, avec un petit point sur les temps forts de la saison. Donc la dernière nouveauté est le montant net social, qui donc correspond au revenu que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations. L'objectif de la mise en place de cette nouvelle information est de simplifier les démarches des bénéficiaires et faciliter le remplissage des déclarations de ressources. Ça sera transmis automatiquement par les employeurs aux organismes via la DSN et communiqué aux salariés via leur bulletin de paye. À aujourd'hui, on constate que 34% des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Donc, comment se calcule ce montant net social? Donc, il correspond à la rémunération brute versée par un employeur, moins les cotisations et contributions sociales salariales obligatoires, plus les contributions de l'employeur au financement de la protection sociale supplémentaire facultative. Donc, ce montant net social, il sert à faciliter le calcul à faire pour l'allocataire, à réduire le non-recours aux prestations et faciliter l'accès aux droits, réduire les risques d'erreur dans les déclarations et éviter les régularisations, et préparer progressivement le pré-remplissage des déclarations de ressources. Donc, depuis le mois de juillet 2023, on a une ligne spécifique qui apparaît sur le bulletin de paye afin de signaler le montant net social. Il ne faut surtout pas confondre le montant net social avec le montant net imposable et avec le montant net à payer, qui continueront, quant à eux, de figurer sur le bulletin de paye. Ce sont trois données indépendantes et qui ne fournissent pas le même résultat. Je passe donc la main à la CEPAM pour le temps partiel thérapeutique. Alors, après la blessure, le joueur salarié peut envisager de reprendre la partie, c'est-à-dire son travail, en temps partiel thérapeutique, le fameux TPT, d'un commun accord avec son coach employeur. Durant cette période, il perçoit une indemnité journalière versée par l'assurance maladie ou la MSA. On verra après avec Patrice qui prendra la fin de la présentation de cette slide. En ATMP, le temps partiel thérapeutique est appelé travail aménagé au temps partiel, mais c'est la même signification qu'en maladie. Le TPT est toujours déclaré à terme échu, mais là en DSN mensuel. Pour la CPAM, il n'est pas attendu de signalement d'événement pour un temps partiel thérapeutique, ni pour la MSA d'ailleurs. Mais pour ce qui concerne la CPAM, pour le moment, des réglages sont en cours encore sur le TPT en DSN. Ça marche, je crois, beaucoup mieux pour la MSA. Donc, pour nous, CPAM, même si sa prise en compte en DSN est pour le moment suspendue, la DSN mensuelle devra quand même contenir les blocs 60 avec les dates du TPT et 66 avec un montant de perte de salaire valorisé à 0. Voilà pour la CPAM. Patrice. Oui, donc une précision concernant le régime agricole. Donc le temps partiel thérapeutique peut être déclaré en DSN mensuel pour les entreprises appartenant à notre régime. Ça fonctionne correctement, donc pas de souci. Vous pouvez utiliser ce système de déclaration. Après, pour plus d'informations, effectivement, vous pouvez consulter les publications qui sont faites sur le site Net Entreprise et qui permettent, donc les publications sont déclarer le temps partiel thérapeutique
et corriger sa déclaration de temps partiel thérapeutique. Je passe la main à l'URSSAF. Un petit point donc sur la DOETH, déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, il ne faut pas les oublier. Donc, les joueurs en situation d'handicap font partie intégrante du match. Chaque équipe doit donc prendre en charge les licences handisport. Donc, la déclaration annuelle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ainsi que le paiement de la contribution sont à effectuer par toutes les équipes de 20 joueurs et plus sur la DSN d'avril de chaque année, donc exigible le 5 ou le 15 mai, au titre de l'obligation de jeu de l'année précédente. Donc, en avril 2023, sur la DSN d'avril 2023, on devait donc déclarer la DOETH 2022. Donc, après le match, eh bien, on a donc l'après-match pour tirer les conclusions, donc faire le point avec tous les CRM à disposition des entreprises. Donc, place aux coachs qui vont faire un petit bilan du match. Comment corriger les fautes? Donc, la correction des fautes par les joueurs est une obligation réglementaire. Pour éviter de faire 2 fois la même faute, donc si la faute est détectée avant le match, une DSN annule et remplace peut être émise jusqu'à la veille du match. Donc là, c'est les CRM qui vont arriver dès envoi de la DSN. Si la faute est détectée pendant ou après le match, la correction doit être faite dans le match suivant avec un bloc de régularisation, en précisant, bien entendu, le match d'origine de la faute, c'est-à-dire le mois à laquelle cette anomalie se rapporte. Pour des fautes identifiantes, le changement, les fautes identifiantes, numéro de contrat, date de début de contrat, NIR, nom, prénom, date de naissance, SIRET, qui permettent d'identifier le joueur, de faire les liens entre les différents matchs où il joue et de faire les liens avec sa licence chez les OPS. Il est nécessaire d'effectuer un remplacement. Ce sont des blocs changements. Ce remplacement fera le lien entre l'ancien et le nouveau poste. Cette méthode s'applique également à certaines fautes non identifiantes, mais nécessaires pour suivre le joueur dans ses différents clubs. Pour les autres fautes, les joueurs ont le choix entre 2 méthodes en fonction de leur capacité technique. Donc, méthode remplacement ou annuler remplace dans le match pendant la correction. On sort un joueur plus fort et on fait entrer un joueur plus rapide. Donc, cette fonction annuler remplace doit être obligatoirement effectuée avant la date d'échéance de la DSN. Et la méthode handicap ou chance, qui est la méthode différentielle, donc on peut ajouter du poids sur un cheval, handicap, ou choisir un jockey plus léger dans la compétition du mois courant. Je passe la main à ProBTP pour le slide suivant. Oui, alors quelques mots. Vous savez que chaque DSN génère des CRM, des comptes rendus métiers, que vous retrouvez dans le tableau de bord de la DSN. Ce dont on s'aperçoit, nous, ProBTP, mais également grande partie des organismes complémentaires, c'est que ces comptes rendus métiers sont pas systématiquement consultés, alors qu'ils regorgent d'informations particulièrement importantes, notamment sur des correctifs à réaliser. C'est d'autant plus important, notamment dans le métier des bâtiments et des travaux publics et de la construction au sens large. Nous avons des conventions collectives particulières avec des spécificités en termes de catégories de salariés. Et dans ces comptes rendus métiers, il ressort effectivement parfois les anomalies qui ont pu être réalisées au niveau des DSN. Au regard en fait des outils de contrôle en fait et du paramétrage donc
qui sont proposées donc par Net Entreprise, on peut voir les fiches en fait de paramétrage pour les organismes complémentaires. Donc, les fiches en fait de paramétrage vont contenir en fait des données nécessaires, notamment le rattachement correctement des salariés de l'entreprise au contrat de santé, de prévoyance, de retraite complémentaire. Cela va permettre également donc fiabiliser évidemment le calcul et la déclaration des cotisations de chaque salarié de son ou de ses établissements. Et pour cela, évidemment, donc des données clés pour le BTP, les références donc contrats spécifiques donc à chaque entreprise, les codes organismes, donc notamment le code organisme de la retraite, donc régi par l'AGIRC et l'ARCO, mais le code organisme aussi pour la prévoyance et aussi également les catégories professionnelles comme il est indiqué, où cette différenciation en fait des catégories étam et ouvriers dans le BTP, en fait on parle de catégories de code donc statut, puisqu'on parle des cadres et des non-cadres, mais aussi de codes en fait conventionnels par rapport à la convention du BTP et des travaux publics. Donc, par rapport à cela, vous avez bien compris que la fiabilité des données va garantir un juste calcul des cotisations et des prestations correctes aux salariés. Un petit point sur les CRM normalisés. Donc, il est essentiel pour les joueurs de traiter des anomalies mises en évidence dans les CRM mis à disposition par chaque coach en sortie des parties ou signalement transmis afin d'effectuer par la suite les corrections nécessaires si besoin. La normalisation proposant aux joueurs un unique format pour leur retour. Ces comptes rendus, donc, ils ont une structuration et un propos clair. Et c'est une règle du jeu permettant une automatisation et des retours pour amener plus facilement la correction. Donc, ces CRM normalisés, on en trouve dans les organismes, dont l'URSSAF, où vous avez tous les retours d'anomalies dans le suivi DSN. Donc, on a quelques CRM, donc le CRM effectif qui est le numéro 118. Donc ce CRM remonte sur la feuille de match les joueurs identifiés par l'URSSAF ou la MSA. Ce CRM est utile pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Depuis mars 2023 aussi, il est utile pour l'effectif moyen annuel des contrats favorisant l'insertion professionnel ou l'effectif moyen annuel de détermination du taux d'alternant. On a aussi les CRM 119 et 120 qui sont mis en place depuis février 2023. Donc, ils sont relatifs au recouvrement des cotisations sociales et visent ainsi à améliorer la qualité des données DSN. Donc, le CRM 119 est transmis H+4 de la réception de la DSN et le CRM 120 à J+5 de la partie. Je passe la main à la MSA pour le point sur Donc, en 2024, effectivement, la MSA va commencer à transmettre des CRM normalisés pour les employeurs du régime agricole. Sachant qu'actuellement, des anomalies, donc qui sont mis sous forme de CRM l'année prochaine, remontent dans les espaces privés des adhérents ou des tiers déclarants. Et donc, ça vous permet également de vérifier la bonne qualité des DSN que vous déposez et éventuellement de rectifier les anomalies. Donc, pour l'instant, c'est sur votre espace privé via les téléservices, je vérifie mes déclarations et mes règlements DSN. Et l'année prochaine, donc en cours d'année 2024, on devrait pouvoir faire remonter ça directement via le tableau de bord DSN et via les CRM normalisés. Ensuite, on a le CRM identité, le numéro 121.
donc qui est mis en place depuis juin 2023. Il complète les retours normalisés proposant l'amélioration des données d'identification des individus déclarés. Ce compte-rendu identité diffère du BIS dans le sens où il est émis uniquement dans le cas où une anomalie est détectée sur un ou des individus présents dans la déclaration. Il précise aux joueurs les écarts entre les individus tels que transmis sur la feuille de match et les informations de la licence dans le système national de gestion des identifiants, permettant ainsi l'ouverture et le calcul de prestations sociales, retraite, allocation, logement. Donc ce CRM va vérifier la cohérence avec le NIR présent dans la DSN et les différentes informations telles que le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, voilà, toutes ces informations. Ensuite, on a le CRM bonus-malus. Donc, depuis 2022, le CRM 117 emporte le taux de modulation applicable aux cotisations assurance chômage bonus-malus. Donc, en septembre 2023, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux bonus-malus est modifié tous les ans au mois de septembre. Il prend effet toujours en septembre. Il va du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Donc, le CRM 117 emporte le taux modulé de bonus-malus et le taux BMCCP ajouté pour la modulation 2023. Un taux BMCCP est systématiquement porté dans le CRM 117, quelle que soit l'équipe concernée. En complément, un nouveau service sera mis à disposition des équipes, la liste des séparations dont le nombre est un décomposant des modulations bonus-malus. Donc, la liste des séparations et le taux de séparation sert à calculer le taux de bonus-malus. Enfin, un petit point sur les signalements Mes droits sociaux. Le service permet un accès à un tableau de bord listant les seuls signalements qui sont affectés aux joueurs. Les anomalies peuvent être de 3 types. Club inconnu, donc le joueur ne joue pas dans le club affiché. Club manquant, le joueur joue dans un club qui ne s'affiche pas, ou erreur sur la prime de match. Le joueur constate un écart pour un match donné. Donc, tout joueur peut, sur le service Mes droits sociaux, faire des signalements. Donc, ces signalements, ils sont transmis au club à partir d'un message reçu qui aura pour adresse ne pas répondre @signalement-mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc, ces signalements vont demander au club de se connecter sur Net Entreprise et d'accéder au menu personnalisé pour arriver à ces signalements donc sur autre service, interrogation des salariés sur mes droits sociaux, consulter les signalements qui le concernent hors pièces justificatives afin de les analyser et d'y répondre, et contacter le contrôle métier du site mesdroitssociaux.gouv pour plus de précision. Enfin, maintenant, on va aborder l'avant-dernier pavé sur « On refait le match ». Donc, ça va refaire un point sur la qualité des données, un petit rappel sur les paramétrages des contrats et l'impact sur mes droits sociaux. Donc, la qualité du jeu de données est l'affaire de tous. Donc, en premier lieu, on va trouver les éditeurs de logiciels de paye, donc qui vont constituer leur logiciel en appliquant les règles fournies. Les gestionnaires de paye qui vont paramétrer les différentes situations des salariés. Donc après, on va arriver à Net Entreprise via la DSN, qui est transmise donc aux organismes de protection sociale. Et enfin, le retour qui va arriver à l'allocataire ou à l'assuré afin de vérifier les informations transmises
aux différents organismes. Donc, ça peut être le net fiscal, le net social, toutes ces informations. Donc, on a une nouvelle loi aussi qui dit la loi OOPS. Donc, c'est la loi concernant le droit à l'erreur. Donc, le droit à l'erreur est reconnu. Donc, si un club constate une erreur dans les données transmises, il bénéficie de la capacité à corriger cette erreur dans l'échéance suivante. Donc, l'ADSN mois principal déclaré plus 1 sans risquer de pénalité. Tout ça, il va le faire à l'aide de blocs de régularisation sur le mois précédent. Donc, un petit point maintenant, toujours sur la qualité de la DSN et l'affaire de tous. On a donc les impacts des données erronées en DSN sont directs sur les salariés et leurs droits aux prestations. Une cotisation exacte pour un juste droit des individus. Chaque maillon de la chaîne participe à la qualité globale nécessaire. Tous les chiffres sont importants. La qualité des données permet de garantir le calcul au fil de l'eau des droits maladie, chômage, retraite, des droits congés, la simplification des démarches des citoyens pour les prestations de solidarité, la gestion du prélèvement à la source. On va faire un focus sur le prélèvement à la source, la plupart des opérations de recouvrement de cotisations, l'appui aux aides aux entreprises, le suivi du dispositif des politiques publiques et des statistiques publiques. Donc, je passe la main à la DDFiP pour aborder le prélèvement à la source. Alors, je vous rappelle d'abord que l'administration fiscale reste au cœur de la relation avec le contribuable, puisque le salarié ne donne aucune information concernant sa situation fiscale à son employeur. Donc, c'est l'administration fiscale qui reçoit les déclarations de revenus des contribuables, qui calcule le taux du prélèvement, qui calcule le montant final de l'impôt, qui reçoit le paiement du solde de l'impôt et qui est destinataire des éventuelles demandes de modulation du prélèvement à la source. En cas de changement de situation, le contribuable, par exemple un temps partiel, une naissance, le contribuable va contacter l'administration fiscale directement via impôt.gouv et sa messagerie sécurisée pour signaler le changement de situation. Le prélèvement à la source pour les salariés, donc le contribuable il a son taux de prélèvement et ce taux de prélèvement apparaît sur sa fiche de paie. Pour les entreprises, que font les entreprises? Eh bien, elles appliquent le taux transmis par la DGFiP, elle retient le prélèvement à la source tous les mois sur le salaire net à verser et reverse le mois suivant à la DGFiP les prélèvements à la source du mois M. Si l'entreprise rencontre une difficulté pour le paiement du PAS ou les amendes concernant le prélèvement à la source, alors dans ce cas-là, elle doit contacter le service des impôts des entreprises dont elle dépend via sa messagerie sécurisée. Et je vous rappelle que la messagerie sécurisée, vous pouvez adhérer à ce service via impôt.gouv et votre espace professionnel. Alors, vous l'avez compris, le ciré est important pour la déclaration puisque à une DSN correspond un ciré, un établissement. Aucune compétition ne pourra donc démarrer pour une nouvelle équipe s'il n'y a pas de licence et donc si vous n'avez pas un numéro de ciré déclaré. Pour ouvrir également un compte employeur, au préalable, vous effectuez la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. En cas de défaut de déclaration préalable à l'embauche, par exemple pour des mandataires sociaux, puisque la DPAE n'est pas obligatoire, vous écrivez à l'URSSAF pour pouvoir ouvrir le compte employeur. En cas de transfert d'établissement, il ne faut jamais fermer l'ancienne équipe, c'est-à-dire l'ancien ciré, tant que la nouvelle équipe n'est pas créée, c'est-à-dire que le nouveau ciré n'est pas encore identifié.
Vous avez un service, DSN contrôle de ciré, qui permet de vérifier que le ciré sera bien reporté sur l'URSSAF ou bien sur les déclarations pour la MSA. Donc, en complément du SIRET, donc ce numéro technique, il est utilisable au départ quand vous faites les premières déclarations pour un salarié, mais il faut absolument récupérer le NIR de cette personne, voilà, de son identification, c'est-à-dire le NIR et notamment le nom de naissance aussi. Dépend aussi la bonne déclaration à la bonne personne. Ça dépend aussi les prestations sociales de vos salariés ainsi que l'alimentation au compte retraite. D'où l'importance de déclarer très correctement le plus vite possible la bonne personne avec le bon NIR et le bon nom de naissance. Alors, des sondages vous seront proposés, si vous souhaitez y répondre. Un petit point, donc toujours sur les cohérences. Donc, contrat bien renseigné, c'est aussi indispensable que le NIR et que le SIRET. Donc, les modalités d'exercice du temps de travail, les quotités de travail du contrat sont quotités de référence. Donc, un remplaçant, salarié à temps partiel, rentré après la mi-temps, a été déclaré sur la feuille de match comme ayant joué la totalité de la rencontre. Il y a donc une incohérence entre les modalités de son intervention dans le match et les quotités de travail indiquées. Donc, toutes ces informations sont importantes et doivent être cohérentes les unes entre les autres. Donc, en DSN, les valorisations, on va retrouver donc 10 comme le temps plein, 20 du temps partiel, 30 du temps alterné, donc pour l'aéronautique, 41 du temps partiel de droit, 42 du temps partiel de droit pour enfants et 99 salariés non concernés. Donc, quels sont les impacts en cas d'erreur? Il y aura des impacts sur les droits chômage, maladie et retraite. Les dispositions réglementaires applicables ne seront pas en concordance avec la modalité de travail. Une incohérence entre les quotités du contrat et la modalité d'exercice aura donc ces impacts. Donc, une personne change de travail de temps plein à temps partiel, la modalité d'exercice change, mais pas les quotités mentionnées à la rubrique 40.013. Donc après, on a la quotité du contrat. C'est la durée du match de rugby, par exemple, 80 minutes, déclarée comme le football, ça va être 90 minutes. La quotité du travail contrat, donc dans la donnée S21G0040.013, doit être valorisée par la durée du temps de travail porté au contrat. Donc, on va avoir des signalements en cas d'erreur de cohérence entre la modalité signalée en rubrique 14.
Parfois, la quotité de travail est renseignée à 0, alors que le nombre d'heures du contrat de travail doit être indiqué. Ce qui est déclaré doit correspondre à la durée portée sur la feuille de match. Attention, il peut y avoir des erreurs avec l'unité de valeur de quotité en rubrique 11. Il faut que cette unité de mesure soit cohérente avec la valeur renseignée en quotité du contrat. Donc, on va se retrouver avec les mêmes, si c'est des semaines, des heures. Donc, quels sont les impacts en cas d'erreur? On a toujours les mêmes impacts, donc impact sur le calcul des droits chômage, maladie et retraite. Donc, quelles sont les codifications à utiliser? Donc, code régime de base risque maladie. Donc, un joueur déclaré avec un code risque MSA réservé aux jardiniers du stade, il faut déclarer un code régime risque maladie qui n'est pas, et ça va être un régime qui n'est pas correct vis-à-vis du statut de la personne. Donc, on a des codes qui sont spécifiques en fonction de certaines activités. Quels sont les impacts en cas d'erreur? Tout d'abord, les données déclarées ne sont pas transmises au régime gérant les droits de l'assuré. Donc, c'est PAM, MSA. En conséquence, un risque de calcul erroné sur les droits maladie du salarié existe, même si le reste des données est correctement déclaré. Tout comme le risque maladie, on a des codifications spécifiques pour le risque vieillesse. Donc, par exemple, un joueur déclaré avec un compte vieillesse mandat d'élu réservé aux arbitres, il va être, il faut être cohérent par rapport au statut de la personne. Donc, on a toujours des codifications qui correspondent au statut du salarié. Donc, avec les spécificités, bien sûr, des agents des collectivités locales, des agents de la SNCF, de la RATP, de la CRPCN, de la CAVIMAC, voilà, et on va trouver enfin le régime général, le régime agricole. Donc, de la même façon, donc, si les données déclarées ne sont pas cohérentes, elles ne vont pas être adressées au régime gérant les droits de l'assuré. Donc, ça aura de la même façon un impact sur les droits retraite du salarié, même si le reste des données est correctement déclaré. Donc, un petit point sur la déclaration du temps de jeu additionnel. Donc, attention, il ne faut pas confondre les heures supplémentaires structurelles et aléatoires. Le nombre d'heures supplémentaires structurelles et aléatoires réalisées au cours de la saison est un élément nécessaire, notamment vis-à-vis de l'ACTAM pour définir avec précision le temps de jeu réel du joueur afin de déterminer son éligibilité au versement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Ces données sont déclarées mensuellement dans la DSN. Donc, il est très important de différencier les heures supplémentaires structurelles qui sont prises en compte dans la quotité de travail du contrat, les heures supplémentaires donc aléatoires, il doit être déclaré dans la rubrique montant, donc S21 G00 S1.012, lorsque la rubrique type, donc S1.011, est valorisée avec la valeur 0,17 heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires. Enfin, les heures complémentaires pour un salarié à temps partiel, la situation étant identifiée par un renseignement dans la rubrique modalité d'exercice du temps de travail, donc la donnée S21 G00 40.014, qui doit être valorisée à 20 temps partiel.
et les heures complémentaires aléatoires qui sont également incluses dans les rubriques montant, donc S1012, dès lors que la rubrique type S1011 est de type 017, heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires. Les heures supplémentaires ou complémentaires aléatoires sont à prendre en compte dans leur globalité dans le salaire rétabli, reconstitué dès lors qu'elles sont effectivement jouées. Donc, bien sûr, tous ces montants ont des impacts sur le calcul des droits chômage, maladie et retraite et entraînent, en cas d'incohérence entre les diverses données, des mauvaises proratisations des données, vont entraîner des CRM d'anomalies sur les heures supplémentaires. Enfin, donc, dans le contrat, on va trouver la rémunération nette fiscale. Donc, attention, s'il y a une mauvaise gestion des heures supplémentaires exonérées qui doivent être ajoutées à la rémunération nette fiscale, donc jusqu'à fin 2023, donc les impacts en cas d'erreur, ça va avoir des impacts sur le versement des APL, des allocations familiales, sur les calculs de la DGFiP. Attention, il va y avoir un changement en 2024. Les heures supplémentaires exonérées ne devront plus être ajoutées à la rémunération nette fiscale. Enfin, donc un petit point sur les montants de rémunération brute déplafonnés et le montant de base assujetti. Donc, afin de garantir l'exactitude des montants déclarés, il est nécessaire d'assurer une cohérence entre le montant de rémunération brute déplafonné indiqué en rubrique 51.013 et le montant de base assujetti déclaré en 78.004. Ainsi, même si les deux montants ne sont pas nécessairement égaux pour un salarié disposant d'un contrat de travail, la rémunération brute déplafonnée doit être identifiable au sein de la base assujettie déplafonnée, à l'exception des éléments non soumis à cotisation sur la période courante. Quels sont les impacts en cas d'erreur? Les montants indiqués par la rémunération brute déplafonnée et la base assujettie déplafonnée permettent le calcul d'un certain nombre d'indemnités ou d'aides sociales. Une erreur peut entraîner une surcotisation avec pour conséquence des sous-versements d'indemnités. Exemple, versement des IJ, des indemnités chômage et des droits retraite. Donc, pour rappel, quand même, tous ces contrôles on peut retrouver toutes les informations liées à ces contrôles dans la base de connaissances qui est à disposition des déclarants, normalement dans les fiches consignes 2528 et 1737. Alors pour vous accompagner tout au long de la saison, de tous vos matchs, de tous vos dépôts de déclarations sociales, les comités régionaux et nationaux, puisqu'il y en a sur toutes les régions, sont les représentants des différents partenaires des organismes de protection sociale. Nous, régulièrement, nous organisons des webinaires sur des thématiques spécifiques. Nous organisons également des rencontres ou bien des campagnes de communication communes. Et nous commençons à déployer des comités utilisateurs sur la région auxquels nous vous inviterons pour pouvoir faire remonter aussi vos besoins au national, sur nos caisses nationales.
Alors, je vous rappelle que le support est disponible à partir des 3 petits points que vous avez en bas de votre écran. Vous allez pouvoir le télécharger. Vous avez un sondage également vous pouvez répondre sur les différentes questions qui vous sont posées sur la qualité du webinaire. Nous allons mettre également à votre disposition une foire aux questions, puisque nous n'avons pas pu répondre sur toutes les questions qui nous ont été posées en direct. Donc, vous trouverez également une foire aux questions. Nous terminons donc ce webinaire. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous disons à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.